C'est Lucille qui se jette dans la gueule du loup. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Lucille Chabre et ce soir, je vous présente ma start-up Pilo, le coussin sensoriel de relaxation. Donc, je suis ravie de commencer la soirée, mais du coup, un peu stressée aussi. Et de manière générale, je suis un peu une grande stressée. Du moins, ça c'était avant que je parte en Californie, que j'apprenne la méditation et le yoga et que ça change ma vie. Par contre, après, je suis rentrée en France et du coup, je me suis dit, super, j'ai la solution à tous vos problèmes, on va tous méditer ensemble, ce sera génial. Et j'ai eu beaucoup de réponses comme les regards que je vois justement aujourd'hui là. Du genre, la hippie bisounours, non merci. Donc du coup, vu que quand même il y a un besoin aujourd'hui, parce que le stress c'est un vrai fléau de notre société, c'est près de 1 sur 2 salariés français qui voient sa santé dégradée à cause du stress, et pour l'entreprise, c'est plus de 50% de l'absentéisme qui est dû au stress aujourd'hui. Donc c'est un coût phénoménal par an en France, le coût du stress. Donc je me suis dit, bon, les designers produits trouvent une solution qui fit ce marché-là, ces gens-là qui parlent à tout le monde et qui soit simple. Et donc j'ai créé Pilo. Donc avant de vous parler de ce qu'est Pilo, parlons un peu de stress. Qu'est-ce que le stress concrètement ? Quand vous êtes stressé, donc un peu comme moi en ce moment, votre cerveau envoie un signal d'alarme à votre corps pour vous mettre dans des dispositions particulières pour appréhender ce moment d'alerte, de danger. Donc votre cerveau envoie le signal, votre cœur s'emballe, palpite très fort, et votre respiration est un peu saccadée, un peu irrégulière, comme là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'en adoptant un bon rythme de respiration, donc souvent plus calme, plus régulier, vous allez pouvoir envoyer un message de relaxation à votre cœur. Et ce message de relaxation va calmer votre rythme cardiaque. Ce faisant, vous allez envoyer un message de relaxation à votre cerveau qui va alors calmer tout votre organisme. Donc ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est un outil utilisé par les médecins et particulièrement les physiologues en hôpitaux pour la gestion du stress. C'est hyper simple et hyper efficace. En quelques minutes seulement, vous arrivez à vous détendre. Par contre, c'est pas très fun de contrôler sa respiration, de calculer son temps de respiration et d'ailleurs quel rythme adopter, on ne sait pas trop. Donc ce qu'on a fait avec Pilo, c'est qu'on a repensé l'expérience en gardant le cœur de la pratique, mais en faisant une expérience sensorielle fun, agréable, réconfortante. Donc concrètement, Pilo, c'est quoi ? C'est un coussin connecté en lien avec une application mobile. Sur l'application mobile, vous avez différents programmes de relaxation à thème qui correspondent à des rythmes de respiration particuliers, qui ont été établis en partenariat avec des professeurs de yoga, de méditation et des médecins. Et du coup, ces rythmes-là s'adaptent à un besoin particulier. Si vous voulez faire une micro-sieste, ou alors vous calmer après une réunion un peu trop intense, ou même vous concentrer pour préparer un rendez-vous important. Vous allez lancer le programme, ça va se connecter au coussin, et vous prenez le coussin contre vous, comme un doudou, et ça va se mettre à vibrer. Et alors là, il faudra que vous synchronisez votre respiration sur la vibration du coussin, c'est-à-dire inspirer et expirer selon les rythmes proposés par les vibrations du coussin. Donc en contact avec le ventre, ça permet de pousser le coussin avec le ventre pour adopter une respiration ventrale. Donc aujourd'hui, Pilo, on va le proposer début janvier en entreprise, donc essentiellement en B2B. On va proposer aux entreprises du coup d'acheter un abonnement d'utilisation à Pilo qui se concrétise par un nombre de séances de respiration, de relaxation créditées. Donc on a une borne iPad et des coussins mis à disposition. Et du coup, les employés viennent utiliser quand ils veulent le coussin, selon les besoins du moment. Aujourd'hui, Pilo, il y a quand même des concurrents qui existent sur le marché, mais c'est principalement du service. Ce qui existe aujourd'hui en termes de relaxation, c'est des séances de yoga, de méditation ou de massage. C'est des outils tout à fait adéquats, mais qui sont relativement onéreux et qui touchent très peu de personnes. Une séance de yoga, par exemple, c'est 10-15 personnes. Pareil pour une journée de massage. Pourtant, le budget est assez élevé, donc un budget par employé qui est assez élevé. A l'inverse, avec Pilo, on peut l'utiliser de manière illimitée, avec un nombre de bénéficiaires du coup illimité, tout le monde peut l'utiliser. Et la séance unique coûte moins d'€1. Ce qui veut dire que même si vous l'utilisez tous les jours, vous avez un budget bien-être au mois qui est quand même beaucoup moins cher que les autres solutions actuelles. Donc Pilo, aujourd'hui, c'est difficile de prévoir la taille du marché de gestion du stress, c'est assez nouveau. Par contre, on peut voir que le marché du bien-être global, c'est un marché qui est hyper porteur, puisqu'il est en croissance depuis plusieurs années, malgré la crise. Et on prévoit une explosion pour les années à venir, ce qui se confirme quand on regarde d'autres marchés plus porteurs, comme celui des USA.
On a éventuellement aussi on a des indicateurs clés qui montrent qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, 70% des entreprises qui ont un problème de stress, mais très peu qui ont mis en place des solutions, parce qu'il y a encore peu d'acteurs sur le marché et peu de solutions adaptées à l'entreprise. Donc aujourd'hui, après 1 an de dur labeur, on est ravis de vous dire qu'après des salons, de bêta testing, des cycles, etc., on va sortir le projet en janvier, en B2B du coup. Mais exceptionnellement, pour vous et pour ceux que ça intéresse, on ouvre une vente privée flash pour le B2C, donc ouvert particulier, en décembre, pour financer du coup nos stocks de B2B. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés avec nous sur @pilocoussin, réseaux sociaux, et sinon mypilo.co sur le site internet. Et j'ai également le produit avec moi aujourd'hui, donc si vous voulez essayer ce soir après les pitchs, n'hésitez pas à venir me voir. Je serais ravie de vous faire une petite séance de relaxation. Merci beaucoup. Vous avez parlé de cohérence cardiaque. Alors déjà, je vous félicite parce qu'il y avait de la cohérence grammaticale dans le discours. J'y suis sensible, vous l'avez bien compris, j'aime bien. Donc ça partait bien. Je n'ai point repéré de barbarisme qui m'aurait piqué les oreilles. Donc c'est très bien. Évidemment, toujours cette petite tendance à l'anglicisme. Je travaille moi-même en entreprise, on en est absolument... on en souffre, j'ai envie de dire. C'est normal, ça fait partie. Nous sommes d'ailleurs en train de faire du pitch de start-up. Bon, qui plus est, je suis californienne. Absolument, donc vous êtes obligé d'en passer par là. Mais j'avoue, ça finit quand même toujours par le fit, le fun et le flash. Bon, c'est un peu... voilà, j'aime bien la pureté de la langue française, mais passons. Je n'aurais qu'un conseil à vous donner. Utilisez encore plus votre magnifique coussin. Respirez plus, parce que votre discours est très maîtrisé, je trouve. Et donc, si je ne fais que des remarques de forme, j'aurais envie de dire... gagnez encore plus en confiance, parce que vraiment... Et donc, respirez avec votre coussin avant, peut-être après, vous allez peut-être vous faire une séance tout de suite. Et n'hésitez pas, pour être encore plus vendeuse de votre belle innovation, de mettre l'accent sur ces chiffres forts, ces chiffres clés sur lesquels vous pouvez insister par votre intonation, et qui donnera encore plus d'impact et de crédit à votre discours. Donc ça, c'était pour la forme, puisque je suis un petit peu là pour ça. Par ailleurs, moi, je me permettrai quelques questions, je ne sais pas. Sur le... Oui, vous me direz quand ça fait trop long. Voilà. Qui est le on ? Combien êtes-vous ? Alors, c'est un peu la question que j'ai éludée parce que c'est compliqué à expliquer. En fait, on est une équipe qui est assez disperse. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont rattachés au produit, au projet. Par l'année de développement, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc, on a 2 développeurs qui sont au Pays de Galles, que j'ai rencontrés en Suisse, via une association canadienne. Voilà. Et on a, effectivement, j'ai une agence de communication qui bosse avec moi. J'ai des mentors en neurosciences, neuroacoustique et business. Et sinon, je sors d'un incubateur, donc tout l'écosystème de l'incubateur dans lequel j'étais, Schoolab, ainsi que des partenariats avec des centres de yoga, de méditation et des physiologues et des ergothérapeutes. Voilà. Et puis en tout cas, je trouve à titre personnel, et dans le contexte d'entreprise dans lequel je suis, il est intéressant, le produit. On fait un mois gratuit de test. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Mais pourquoi pas je travaille dans des espaces qui ont été complètement réaménagés, des espaces dynamiques, et il y a plein de réflexion autour du bien-être au travail. Et je trouve tout à fait, on a mis des fat boys par terre, toujours ces anglicismes, pourquoi pas utiliser des coussins plutôt que de faire en sorte que les gens se vautrent de manière très peu élégante dans nos bureaux. Eh bien, on pourrait peut-être faire des usages de ces coussins-là et de leur apprendre donc à maîtriser eux-mêmes leur respiration, parce que c'est ça que je trouve intéressant dans le projet. Voilà. Merci, avec plaisir. Bonjour Lucille, merci beaucoup. Je trouve que vous maîtrisez plutôt. Pour quelqu'un de stressé, c'est plutôt pas mal. Moi j'avais une question sur les débouchés. On parle de self-care, donc plutôt B2B pour l'instant et B2C en deuxième phase. Au niveau des sportifs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau de la récupération. C'est vrai, il y a beaucoup de choses des sportifs, et notamment on est en train de voir une piste chez tout ce qui est autour de l'apnée, de la plongée, etc. Parce que ça permet d'avoir une meilleure expérience, de commencer à gérer notre respiration. Ça veut dire plonger avec moins de bouteilles de gaz, etc. Et donc on est en train de voir avec eux potentiellement pour orienter vers ça. Après, comme tout, dès qu'on rentre dans des domaines plus spécialisés, ça demande plus de compétences en termes de médical, etc. Donc c'est des programmes plus complexes qu'on va développer dans le long terme. On vous apprendrez en marchant, mais je vois que vous avez déjà une plateforme assez impressionnante avec des spécialistes, des profs de yoga, etc. Et donc justement, self-care, le sport, et jusqu'à la santé, en fait, vous avez aussi éventuellement une vision là-dessus. En fait, mes développeurs, justement, je les connaissais via une association de santé qui fait des serious games pour les enfants qui ont une maladie respiratoire. Donc l'idée, mais encore une fois, dans le long terme, c'est plus complexe, développer une partie gratuite de l'application qui est vraiment des programmes de respiration dédiés à la santé. Donc des programmes vraiment d'exercice du quotidien pour les personnes qui ont
des maladies respiratoires. D'accord, parce que hier, il y avait la remise du prix Pépite au niveau national, et j'ai vu que vous aviez... J'ai été régionale, mais je n'ai pas eu nationale. Désolé. Et vous avez des condisciples en fait, qui travaillent aussi sur des programmes pour des enfants qui ont de l'asthme. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à faire en synergie. Je vous invite à regarder un petit peu sur les 53 lauréats hier soir. Je prendrai leur nom après si vous l'avez sous la main. Je pourrais vous le retrouver, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, encore bravo. Merci beaucoup. Bonjour Lucille. Bonjour. Bravo, c'est génial, en vrai. Je suis impressionnée. Alors moi j'avais un petit peu la même question, mais en fait du coup c'est par rapport aux débouchés. Tu vas faire seulement B2B ou tu vas essayer de faire en sorte que tout un chacun puisse avoir accès à ton pilot, puisque je pense que le stress c'est pas limité au milieu de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, là, particulièrement pour décembre, ce sera vraiment juste une vente rapide, du coup, pas flash, mais d'un mois. Après, l'idée était effectivement, dans le long terme, faire du B2C. C'est pas la même problématique en termes de coûts au début, parce qu'il faut constituer des stocks, ça demande beaucoup de trésorerie. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de peaufiner le produit, l'offre, les marges, etc., dans du B2B, qui demande moins de coûts à investissement, et après, éventuellement, effectivement, d'ouvrir au B2C. Et c'était plus une question de gestion de trésorerie, le B2B au début, et il y a un réel besoin, et le B2C qui demande plus de fonds, de faire ça plus tard quand on sera plus mature. Ok. Et donc, plus sur l'objet en lui-même, je me demandais, c'est toi qui as développé le prototype ? Tout à fait, ouais. Moi, je suis designer produit, donc spécialisée dans l'innovation santé. Et du coup, c'est moi qui fais le prototype, une partie de la techno et toute l'expérience autour. D'accord. Et du coup, comment tu vas le produire en masse ? Alors là, plus gros ? Ouais, du coup, on est en train de voir justement. Ce qui est bien, c'est qu'avec le B2B, on a une borne en libre-service et quelques coussins, mais on va avoir très peu de coussins, parce que dans la salle de sieste, on a besoin de 5 maximum. Donc il n'y aura pas vraiment une problématique de construire dans des grosses quantités. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour lancer la production. Après, on s'est quand même rapproché de fabricants, notamment des ESAT pour la construction du coussin, qui est fait en France, et la technologie qu'on importe. Donc on a essayé de réduire à nos coûts en respectant du Made in France quand même. Mais effectivement, on n'a pas de problématique de grosse production pour l'instant. Donc ça nous... Ok. Vous importez d'où, si c'est pas indiscret, la technologie, comme tout le monde, de Chine. Ok, voilà. D'accord, très bien. On essaie de voir pour d'autres filières pour l'instant, mais là, pour lancer rapidement, c'était effectivement le seul produit. Donc assemblé en France, fabriqué en France et cousu en France, mais la techno, effectivement. Ok, d'accord. Je te remercie. Merci. Alors moi j'ai quelques questions aussi. En fait, sur le produit en tant que tel, et c'est un petit peu, enfin Nick qui a pas mal répondu, le produit a l'air vachement ficelé. En revanche, moi ce qui me gêne un peu plus dans la présentation, c'est que en réalité, je pense que monter une boîte qui marche, c'est deux choses. Et avoir un produit cool, c'est important, c'est bien. Maintenant, ce qui est super important aussi, c'est d'avoir une stratégie qui permet justement d'écraser ses concurrents. Parce que c'est quand on parle d'entrepreneuriat, on parle malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend comment on perçoit le combat sur un ring de boxe. On peut trouver ça sympathique. Mais en fait, du coup, c'est vrai que ce que je trouve un peu dommage dans ta présentation produit, effectivement, et comme tu l'expliques, tu as une équipe hyper fournie sur ce qui est neurologue, sur la partie scientifique. En plus, moi, je suis pas scientifique, mais de l'extérieur, en tout cas, ça fait hyper ficelé. Il y a rien à redire. En revanche, sur la partie vraiment stratégie, comment je vais écraser les autres et faire un carton en un temps record, ça, c'est vrai que c'est un problème que tu n'adresses pas. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir ça en tête, parce qu'en réalité, c'est la clé du succès. Enfin, quand on voit le nombre de produits pourris qui font des cartons uniquement parce qu'ils sont bien mis sur le marché, ça montre que c'est vraiment un enjeu clé. Et de la même manière, il y a plein de produits qui sont exceptionnels, qui vont juste mourir parce qu'ils n'ont pas de stratégie mise sur le marché qui sont fortes. Donc ça c'est ma première question en fait. Comment et pourquoi c'est toi qui vas faire un carton et pas les autres sur ce sujet-là? Et ensuite, j'avais deux autres petites questions. La première, c'est vrai que tu parles du doudou et tu parles du monde de l'entreprise. Alors, je ne sais pas où est-ce que les gens vont faire ça. J'espère que, je ne sais pas s'ils vont se cacher ou quoi. C'est vrai que quand on bosse en open space, on n'a peut-être pas envie de serrer un doudou contre le ventre. Alors, point d'interrogation, hein, j'imagine que tu as une réponse à cette question-là. Et ensuite, la dernière question que j'avais, c'était que sur la partie financière, pareil, ça va coûter combien en B2C un coussin comme ça? Ça va être margé à combien? Et en fait, en quoi c'est un projet dans lequel effectivement il faut du coup investir? Parce que c'est vrai qu'en termes de prix, je ne me rends pas compte que ça a coûté 500 balles, ça a coûté 10 euros, 20 euros. Je pense que c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Et après, dernière petite remarque sur la partie B2C, tu dis qu'il y a besoin de cash pour ça, pas forcément. Ce qui est pas mal, c'est que quand on fait de la prod sur ce genre de produit, en général, on encaisse tout de suite et on paye ses fournisseurs à 30-60 jours.
Et donc on peut partir en BFR négatif, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, désolé, ça fait 4 questions. Mais Alors, je vais essayer de me rappeler l'ordre des questions. Voilà, la première, c'était la stratégie gagnante, quoi. Tout à fait. Alors, déjà, donc, un point de vue d'opportunité de marché, ça, je pense que c'est pas ça qui pêche. Et ce que tu as dit, il y a très peu d'objets en entreprise, c'est beaucoup du service, donc c'est un peu le produit innovant. C'est aussi la première action bien-être qui peut être mise en prise, qui coûte pas très cher. Donc, en plus, qui se tâtent un peu à mettre un truc en place, elles peuvent essayer ça facilement. Et après, le nombre de salons, on a fait énormément de salons. Et du coup, on a déjà un gros database d'entreprises pilotes qui attendent le lancement. Donc pour le début, on n'a pas trop à aller ramer pour chercher des entreprises, etc. On a déjà une bonne partie de contacts. Et ensuite, effectivement, il y a une stratégie RH derrière ça, qui est appuyée par des bourses que je demande en ce moment, avec des incubateurs que je suis en train de développer aussi, enfin d'être dedans. Du coup, sans détailler tout ici, c'est vrai qu'on va commencer par des business devs qui vont nous permettre d'accroître les ventes. Mais pour les 6 premiers mois, on est déjà bien dans les contacts qu'on a aujourd'hui. Donc, du coup, tu vas faire combien de CA dans 6 mois ? Et bien là, sans mettre les chiffres sous les yeux, on était à 8 entreprises signées dans 6 mois. Et du coup, en fonction, ça dépend de quel pack d'utilisation elles choisissent. Et je ne saurais pas te redire le CA exact. Bah, la grosse, quoi. Non, mais enfin, en fait, l'exactitude, genre, on s'en fout parce qu'on n'arrive jamais. Mais c'est quoi ? En fait, ce que je me rends pas compte, c'est quoi ? C'est plutôt 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million. En gros, si tu veux, le premier pack d'entrée, donc il y a 200 utilisations par mois, ce qui correspond si tu utilises tous les jours à 20 utilisateurs, donc petite PME, ça va te revenir à 280 €. Ok. Et après, le prix est dégressif selon la quantité que tu prends. Donc les grosses entreprises, ça sera dégressif, etc. En gros, l'utilisation varie de 0,75 à 0,95. Ok. Voilà. Après, il y a une autre question. Alors, j'ai une question sur le prix. Combien ça a coûté un coussin en grande consommation ? Donc, je peux te répondre maintenant sur le B2C qu'on a actuellement, ce qui est un peu biaisé vu que effectivement, tu sais, ça va être les premiers prototypes, donc il n'y a pas encore les fournisseurs derrière, etc. Aujourd'hui, on arrive à un coût global qui intègre la techno, le coussin, la fabrication, etc., qui est aux alentours de 25 €. Ok. Puis après, dans notre prix, nous, on intègre l'envoi, le packaging, machin, voilà. Donc, si tu veux, là, aujourd'hui, tout payé, on arrive à 43 €. Et le coussin, on le vend 100 €. D'accord. Voilà. Et après, si tu veux, c'est aussi le prix d'entrée. Ils ont accès gratuitement à toutes les updates de l'application, etc. Donc, c'est vraiment nos early adopters qui nous ont suivis, etc. Donc, on arrive quand même sur un prix, quand on regarde d'autres produits concurrentiels, un peu comme Dodo, par exemple, qui sont à 50 €. Ils ont un programme qui marche toujours la même chose, l'expérience est toujours la même. Et du coup, nous, on a quand même un truc beaucoup plus poussé, donc ça justifie le prix. Ok. Et dernier petit point que tu avais. Alors j'ai une question, est-ce que serrer un doudou contre son ventre en plein milieu d'un open space, est-ce que c'est pas un petit peu infantilisant ? Ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qui existent. Le yoga, qui est hyper boudé par les cadres, parce qu'aucun cadre ne veut aller faire comme ça devant son employé. Donc on a ça, on a le massage qui aussi n'est pas forcément tout le monde a envie de se faire masser au boulot. Donc il y a quand même peu de solutions qui ne sont pas stigmatisantes. Aujourd'hui, le coussin, on peut juste le prendre contre soi et respirer. Ça n'engage pas à grand-chose à part mettre un truc sur son ventre. Donc si vous voulez, vous êtes là et vous respirez, et au pire des cas, vous fermez les yeux. Donc c'est pas du tout stigmatisant pour un endroit au boulot. Souvent, on se pose dans le canapé, on prend le coussin automatiquement, on se cale dessus. C'est pas plus différent que ça. Merci. Je me permets juste de rebondir une petite seconde. Je me demandais, qu'est-ce que tu défends par rapport... Moi, ça me fait penser effectivement à la méditation. Qu'est-ce que tu as de plus que des applications comme Petit Bambou, Calm, ce genre de trucs ? Parce que pour moi, c'est... Ça se relie. Ça se rejoint un peu, mais sachant que la méditation, c'est quand même un travail que tu fais par l'esprit. Et là, c'est vraiment physique. C'est travailler sur un témoin qui est beaucoup plus simple à contrôler, la respiration. Alors que la méditation, il faut quand même un gros effort de se mettre en place, de dire bon, je suis stressée, je vais arrêter de penser à rien, je me pose par terre. Après, ça a quand même un aspect méditatif, parce que vu que vous pensez aux vibrations, vous allez arrêter de penser à tous les autres trucs qui vous embêtent. Voilà. Mais c'est quand même différent. Et après, le fait est que pour se relaxer, c'est mieux de ne pas avoir de signal sonore, lumineux, visuel, etc. Donc les applications, ça a toujours ce problème-là, que ça stimule en plus de vouloir vous relaxer. Donc c'est un peu dérangeant. Merci, Okay. Je suis obligée de vous couper la parole parce que beaucoup. le jury, l'échange ne doit durer que 5 minutes. Donc comme je ne vous ai pas prévenu, voilà. Juste, je serais intéressée après de parler des solutions B2C, de ce que tu disais. Oh bah sûrement, c'est fait pour ça ces réunions. Hein. Voilà. Les loups ont été très zélés, vous avez remarqué. 5 minutes chronométrées, top départ et 5 minutes après. Donc bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Nicolas et je vais vous présenter mon projet Arcana Flumen. Est-ce qu'il y a déjà parmi vous des joueurs de jeux vidéo ? Oui, là-bas, ok, c'est bon. Du coup, justement, j'en développe un. Le type de jeu que je développe est un MMORPG. Du coup, je vais vous expliquer un peu ce nom barbare.
Le RPG signifie Role Playing Game, du coup jeu de rôle en français, jeu de rôle, pas jeu de rôle. Voilà, donc le principe d'un jeu de rôle est que le client, donc qui va jouer à ce jeu, s'incarne dans la peau d'un héros et peut ensuite vivre ses aventures. Par exemple, ses missions, avoir un métier, on peut même se marier. C'est vraiment un jeu de rôle très complet. Voilà, donc pour ça, il faut une histoire prédominante dans le jeu vidéo. Ensuite, le MMO signifie massivement multijoueur en ligne. Pour qu'un MMORPG fonctionne, il faut qu'il y ait une énorme quantité de personnes pour vraiment fournir énormément de monde pour pouvoir jouer, dialoguer avec et vivre des aventures. Voilà, c'est vraiment le principe de base d'un MMORPG. Donc c'est ce qu'on développe dans un univers spatial, ce qui se fait pas souvent dans l'univers des MMORPG. C'est vraiment un élément différenciant voilà, pour nous. Ensuite, nous avons développé toute une histoire qui est créée par une personne de l'équipe intégralement, donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Elle est vraiment très complète et permet vraiment aux joueurs de s'immerger dans notre jeu, dans notre univers. Ensuite, nous avons créé un système tactique assez poussé, permettant aux joueurs de se réunir autour justement de cette tactique, de créer un travail d'équipe pour battre des boss de plus en plus puissants. Voilà, donc ça c'est pour la partie un peu pratique. Je vais maintenant vous parler de la partie un peu plus technique, donc, qui est notre business model. Nous avons pris le business model donc, du free-to-play. Le free-to-play, c'est un business qui fait que le jeu vidéo est gratuit à l'achat avec du contenu payant à l'intérieur. Donc il faut faire attention à ne pas avantager les joueurs payants face aux joueurs non payants. C'est un point clé très important. Pour vous donner quelques chiffres, les free-to-play, c'est 45 millions de téléchargements pour des jeux comme Team Fortress 2, 15 millions pour des paladins. La moyenne des free-to-play, c'est entre 100 000 et 500 000 téléchargements. On prendra plus tard pour les calculs de rentabilité cette fourchette basse de 100 000 utilisateurs. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un petit peu l'équipe. Il y a le scénariste, dont je vous ai parlé tout au début, qui s'appelle Romain Dupire, donc il fait une école de jeux vidéo. Il est vraiment passionné par le scénario, vraiment tout ce qui est monde, Marvel, tous ces univers-là le passionnent vraiment. Voilà, donc il développe vraiment toute notre histoire à 100%. Ensuite, on a notre chargé de communication qui s'appelle Dupont-Joric, fait aussi une école de jeux vidéo en spécialité communication. Donc il gère tout ce qui est Facebook, notre Twitter. Voilà, ensuite, on a des intervenants qui s'occupent de nos musiques et de nos graphismes, donc internes au jeu. Et ensuite, il y a moi, donc le codeur principal du jeu, aussi chef de projet. Je suis vraiment passionné par le codage. Je fais ça depuis 4 ans maintenant, depuis le début du projet. J'ai vraiment appris énormément de choses, on a tous appris dans l'équipe. C'est quelque chose qui nous passionne, on a envie d'aller au bout. Voilà. Donc, comme tout projet, on a besoin d'argent, de financement pour pouvoir survivre et se développer. Donc, on estime environ 30 000 € nos besoins actuels pour développer le jeu. Alors, je vais essayer de justifier pourquoi. Notre univers est déjà très développé. On a les mécaniques de jeu, le moteur de jeu extrêmement développé. Maintenant, ce qui nous manque, c'est vraiment de développer ce monde. Comme ce que je vous ai dit, les MMORPG, c'est un monde ouvert. Il faut des dizaines, des centaines d'heures de jeu. C'est à ça que va servir les 30 000 €, vraiment pour développer ce côté-là. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, pour faire un petit calcul rapide de rentabilité, dans les MMORPG, je vous ai dit tout au début, la fourchette basse de téléchargement, c'est 100 000 téléchargements pour un free-to-play. Du coup, si on suppose que 5% des joueurs vont payer une moyenne de 7 €, ce qui est totalement dans la moyenne pour un jeu de ce type-là, alors on est au-dessus de notre seuil de rentabilité. Ça veut dire que si on a plus de 100 000 téléchargements, alors on est rentable et vous pourrez être remboursé. Voilà. Alors les loups, vous avez 5 minutes pour échanger avec Guillaume. Qui est-ce qui veut commencer? Benjamin, j'ai l'impression. Ouais. Alors moi j'ai 2-3 petites questions pour faire très court. Alors, premier point,
Honnêtement, quand on dit, quand on parle de son jeu vidéo et qu'on dit que ça peut marcher que quand il y a énormément d'utilisateurs, je pense vraiment qu'il faut absolument essayer de bannir ça dans un pitch pour une raison toute simple, c'est qu'à mon avis, quand on est dans une démarche, alors je dis pas que ça va pas marcher, hein, mais mon point c'est vraiment de dire justement la démarche entrepreneuriale, c'est être capable de montrer qu'on peut commencer à fonctionner même quand on a un tout petit nombre d'adopteurs. Et de la même manière, quand on dit qu'on tape sur une fourchette basse de 100 000 personnes, le truc c'est qu'avant d'avoir 100 000 personnes, on en a d'abord 10, puis 20, puis 30, puis 40. Et il faut vraiment être capable d'expliquer dans quelle mesure on va être capable justement de passer de 10 à 100 000 et dans quelle mesure ça va marcher. Donc ça, à mon avis, c'est un vrai point. Et donc voilà, là-dessus, ma question c'est comment vous avez prévu ça. Et deux autres petites questions. Quand tu présentes l'équipe, on a l'impression que vous êtes une bande d'artistes et de codeurs. Et à mon avis, c'est bien pour faire un produit fini. Maintenant, est-ce que dans l'aventure, il y a aussi des commerciaux et des personnes qui vont regarder uniquement le cash et qui vont être obsédés par les ventes? Deuxième question, du coup. Et ma troisième question, c'est quoi le coût moyen d'un jeu, d'un MMORPG en développement? D'accord. Le coût moyen d'un jeu qui a 100 000 utilisateurs, c'est combien? Est-ce que c'est 30 000 balles ou est-ce que c'est beaucoup plus? Parce que honnêtement, quand on a besoin de 30 000 euros pour monter sa boîte, en général, à mon avis, d'autant sur des choses comme ça, parce qu'en fait, tu parles vraiment de quelque chose d'assez important, d'un univers important. Hein. Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Et donc, du coup, c'est vrai que 30 000 euros, ça fait vraiment pas beaucoup. Et même du coup pas forcément crédible. Et donc voilà, alors mon point là-dessus c'est pas de dire vous n'arriverez jamais à avoir 30 000 euros du coup à un moment donné, mais c'est plutôt de dire n'hésitez pas, si vous avez besoin de 10 fois plus, il faut juste l'assumer. Monter une boîte avec 300 000 euros, c'est pas du tout, voilà, lever 300 000 euros c'est possible, hein. Donc faut pas se limiter en financement. D'accord. Alors est-ce que tu peux juste me répéter ta première question? Première question, vous avez besoin de 100 000 utilisateurs pour fonctionner quand vous allez passer de 0 à 100 000 sans faire, voilà, pitié, pas de réponse crowdfunding, Facebook Ads et Google Ads. Ok, non. Donc du coup pour ça on a une stratégie bien définie. C'est quelque chose qui s'appelle l'inbound marketing. Donc, désolé, mais c'est encore des termes anglais. Donc l'inbound marketing, c'est vraiment proposer un contenu intéressant aux utilisateurs pour fidéliser les premiers utilisateurs. Notre objectif dans les premiers mois, c'est d'atteindre vraiment 3000 personnes qui sont vraiment une sorte de créer vraiment des liens forts avec ces joueurs-là. Ils pourront même améliorer le jeu grâce à des commentaires. On a même créé des systèmes de software pour que des joueurs passionnés puissent développer leur propre histoire, leur propre mission. Donc vraiment, ces joueurs-là, on compte sur eux pour diffuser justement notre jeu via leur création en particulier. Et voilà, travailler sur notre viralité, passer de 3000 à 30 000 et ensuite 100 000. Vous avez trouvé comment les 3000? Vous avez droppé des emails à 10 000 personnes en espérant que 3000 fassent des réponses? Enfin non mais concrètement parlant, j'entends. Concrètement parlant, ça c'est vraiment du démarchage, faire juste de la publicité un peu sur Facebook, sur nos proches, et ensuite vraiment travailler avec le lien avec nos clients. Vraiment. Ok. Voilà, du coup, pour une deuxième question. Pourquoi 30 000 euros, c'est ça? Ouais, juste après c'était plus un conseil, Ouais, non, c'est juste ça. Si vous comptez recruter des mecs dans le business et si vous avez vraiment besoin, et quel est le coût moyen d'un jeu MMORPG qui a 100 000 utilisateurs? Alors, juste, c'est une très bonne remarque. Alors, dans le monde du jeu vidéo, il y a vraiment les jeux vidéo AAA, ce qu'on appelle, c'est des gros éditeurs qui mettent énormément de moyens, genre en 3D extrêmement haute qualité. Ça, c'est des centaines d'ingénieurs qui travaillent pendant des années dessus. Assassin's Creed, ça doit vous parler. C'est de la réalité quasiment. Enfin bref, c'est vraiment des sommes colossales. Donc c'est normal que tu me demandes ça. Quand tu vois 30 000 euros, tu fais wow, qu'est-ce que c'est? Il existe aussi un monde totalement différent qui s'appelle le monde du jeu vidéo indépendant. C'est vraiment le monde dans lequel je me situe, moi et mon équipe, du coup. C'est vraiment faire des jeux vidéo, du coup, de plus basse qualité, mais quand même de qualité innovante, avec nos propres graphismes. Pas de la 3D, pas réel, pas de la virtualité, je sais plus, avec les casques VR. C'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment faire un jeu avec nos propres moyens, avec un budget très limité, et voir ce que ça peut donner. Vraiment ça. Et c'est quoi le pourcentage des jeux vidéo indépendants rentables? Ah ça, j'en ai aucune idée. Pour avoir des bases de données comme ça, faut... Ok, voilà. On a une notion d'échelle, hein, je crois. Ouais, pour avoir ces datas-là, alors, Alexandre, Esther, une petite minute s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment limité. Alors, je me dépêche. C'est quoi ton public cible? Alors, c'est dans un premier temps francophone, entre 13 et 55 ans. En fait, toutes les personnes qui aiment faire des jeux de rôle, en général. Ok. Il y a des femmes dedans? Absolument. Est-ce que tu as prévu un moyen pour éviter le harcèlement des joueuses par les joueurs?
Tout à fait. Déjà, il n'y a pas de différence de sexe à l'intérieur du jeu. Notre personnage est un vaisseau spatial. Du coup, on ne peut pas faire de différenciation homme-femme. On n'a pas ce problème-là. Et ensuite, même s'il y a des harcèlements à l'intérieur du chat, c'est-à-dire, j'ai parlé au début de teamwork, enfin de travail d'équipe, pardon. S'il y a des travails d'équipe qui au final aboutissent à des insultes et des trucs comme ça, il y a vraiment des modérateurs ou des mots qui seront bannis. Typiquement, la personne est bannie. Il y a un casque, c'est uniquement via chat. Il n'y a pas de casque de parole, etc. C'est pas prévu pour l'instant. Ok, d'accord. Donc effectivement, s'il suffit de bannir sur le chat. Ok, merci. Et même dans le cas où il y aurait des harcèlements verbaux, dans ce cas-là, il y aurait des systèmes de signalement. Et si des joueurs assistent à ça, et ils sont totalement pas d'accord, ce qui est tout à fait normal, ils signaleront ces personnes. Dans ce cas-là, on pourrait retracer les appels, les mots qui ont été dits. Et dans ce cas-là, on les bannit. Voilà. Merci. Alexandre, bonjour Guillaume, moi j'avais quelques petites questions. Moi je suis beaucoup plus vieux que toi. Et donc il y a 30 ans je faisais de l'appel du Cthulhu, je jouais à Donjons et Dragons, je faisais de l'Empire Galactique sur les plateaux en lançant des dés et tout, c'est génial. C'est bien ça. Et donc tu m'as un peu tenu ma question en disant qu'effectivement c'était un système ouvert où des développeurs pouvaient apporter des cartes, des nouveaux personnages j'imagine, enfin développer en fait leur propre univers et peut-être le mettre en commun pour que d'autres puissent aller aussi sur leur carte j'imagine. Ouais. Et je pense que la solution, c'est aussi de travailler des partenariats. Enfin, tu parles d'un espace ouvert, aussi du jeu indépendant. Je pense que par rapport à la question tout à l'heure que Benjamin mettait en avant, je pense qu'il faut vraiment que tu axes là-dessus aussi pour grossir rapidement en fait, et sans sortir trop d'euros. D'avoir une politique partenariale en fait, pour grossir plus vite, avec des intérêts bien compris et réciproques. Et d'aller justement comme tu sais, sur un système freemium, d'accès justement sur peut-être des espaces plus ouverts à des développeurs externes qui échangeront savoir-faire et nouvelles cartes contre des options, d'aller peut-être éventuellement là-dessus. C'est une idée, je prends. Voilà. Merci. Et Dorothée? Et pour terminer, moi je m'interrogeais plus. Je ne vais pas venir sur les anglicismes, ça n'a aucun intérêt. C'était alors si j'avais en termes de débit à l'oral, moi je trouve ça très bien. Okay. C'est pas trop rapide, ce qui peut souvent être le cas quand on est un peu stressé à l'oral ou du pitch. Donc ça c'était bien. Attention aux expressions un peu familières et triviales. Du coup, ça a commencé assez vite. Du coup, typiquement, ou des phrases qu'on n'arrive pas à finir parce qu'on est un peu stressé. Simplement, prenez le temps de vous poser, terminez vos phrases, ça ira bien. Moi, j'aurais plutôt une question sur la première partie de votre pitch en présentation orale. Et si vous racontiez d'abord, alors je n'y connais rien du tout à ces jeux, je ne connais absolument pas cet univers, je suis navrée. Mais commencez par la définition de MMORPG. Je ne sais pas si c'est le plus vendeur, enfin peut-être face à un public d'experts, peut-être, mais quand tout d'un coup vous avez fini par dire, apparemment votre personnage c'est un vaisseau spatial. Et si on commençait avec ça ? Un vaisseau spatial, et puis je ne sais pas ce qui se passe, et puis à ce moment-là, on pourrait peut-être nous faire rêver d'abord, et puis créer un peu de suspense. Et ensuite, parce qu'effectivement le projet, il faut qu'il soit ambitieux, il va falloir... Soyez ambitieux non seulement sur les montants, et sur l'idée, quel est vraiment j'imagine il y en a plein des jeux vidéo, c'est un marché énorme, donc quelle est votre proposition de valeur, l'élément différenciant, mais peut-être commencer par nous faire rêver. D'accord. Petit conseil, je ne sais pas. Voilà. Je prends aussi. Merci Dorothée, bravo ouais, Guillaume. Merci bravo, beaucoup. Guillaume. Julia est prête. Merci, bravo Guillaume. Merci. Dans un autre domaine, Julia va nous parler de mobilité. Attends que je te donne le top. C'est parti pour Julia. Bonsoir à tous, je m'appelle Julia. Ce soir, je vais vous parler d'un projet de coopérative culturelle européenne, la Coop. Moi, je suis issue d'un parcours de management culturel international. C'est ce qui m'a amenée à m'intéresser aux questions d'entrepreneuriat culturel en Europe. Donc d'abord, je voudrais commencer par faire un constat en vous posant une question. On parle de plus en plus de mobilité étudiante, le nombre est en croissance permanente, avec notamment le gros succès d'Erasmus. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui serait capable de donner une estimation du nombre d'étudiants en mobilité sur un an, par exemple en 2015, à peu près ? Bon, ça représente environ
moins de 10% des étudiants français, c'est un peu plus de 200 000. 200 000 étudiants en mobilité sur un an. 200 000, c'est à peu près le nombre d'étudiants sur un campus de l'Université Lyon 2. Donc à l'échelle de la population étudiante en France, ça reste quand même extrêmement faible. Et si on regarde ensuite les statistiques, parmi ces jeunes, combien ont un premier emploi en dehors de la France, c'est encore plus minime. Il y a un deuxième constat qui peut être fait, c'est que si on regarde aujourd'hui les réseaux qui sont dédiés aux jeunes ou à l'entrepreneuriat culturel, on peut distinguer 3 grandes familles. Ceux qui sont dédiés à la facilitation des procédures pour partir à l'étranger, type Erasmus, les réseaux dédiés uniquement aux professionnels, et là on retrouve les grands géants de la culture qui existent depuis les années 80, comme Transeuropal, l'IETM ou Relais Culture Europe, et c'est des réseaux qui sont uniquement dédiés aux professionnels, et certains fonctionnent comme des incubateurs. Et enfin, on retrouve certaines initiatives plus récentes, comme la plateforme YouPeak ou la plateforme Wizbee. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc ça, c'est des réseaux sociaux étudiants, mais qui sont surtout dédiés à la mise en relation entre des jeunes diplômés, des étudiants de master et des entreprises. Donc ça reste dans le milieu professionnel. La coop, l'objectif, ce serait de lier ces 3 domaines, c'est-à-dire des étudiants implantés dans toute l'Europe qui auraient la volonté d'initier des projets à l'international. Donc la coopérative culturelle européenne, ça passerait par tout d'abord la création d'une communauté. Ce serait en quelque sorte une place de marché à but non lucratif qui servirait de point de ralliement d'une communauté où les étudiants de niveau de master et les jeunes diplômés dans toute l'Europe pourraient se retrouver dans cette communauté, cette plateforme, pour initier des projets, pouvoir plus facilement identifier leurs homologues en Europe. En somme, ce serait un accélérateur d'initiatives entre jeunes étudiants de master, jeunes diplômés, afin d'initier des collaborations européennes. En second temps, l'aspect plus pérenne du projet consisterait à organiser un rendez-vous annuel. Ce serait comme une assise étudiante européenne pour pouvoir se rencontrer en face à face, discuter des projets ou des initiatives qui auraient été menées et permettre aux étudiants de développer leur réseau en Europe, ce qui aujourd'hui reste très difficile. Par exemple, si je voulais aujourd'hui monter un projet de théâtre en Espagne, il me serait extrêmement difficile d'avoir accès à un réseau d'étudiants qui seraient intéressés pour se rallier à mon projet. Ce qui fait que même si aujourd'hui on constate une augmentation des jeunes entrepreneurs en France, le nombre de projets transnationaux reste en fait extrêmement faible. Donc aujourd'hui, la prochaine étape du projet, ce serait le lancement du plan de communication en janvier 2018. Moi, je m'appuie sur tout un réseau d'universités partenaires de mon école. Ça représente environ 130 universités. Et l'objectif de cette première étape, parce que c'est un tout jeune projet, cette première étape, ce serait la constitution de délégations étudiantes dans chaque université partenaire, en passant par exemple par le bureau des élèves ou le bureau des relations internationales, afin déjà de se faire connaître et constituer des premières délégations. Donc, en finalité, le fait d'être ici ce soir avec vous et d'avoir accès par le biais du D2E et du diplôme national d'entrepreneur, c'est un coup de pouce énorme puisque vous êtes les personnes qui pourraient être la cible de ce projet, faire en sorte qu'il prenne de l'essor, qu'il se développe, puisque la première étape, c'est vraiment la constitution, la consolidation d'un réseau, d'une communauté pour initier des projets. Voilà, donc si parmi vous, certains sont intéressés ou souhaiteraient rejoindre le projet, c'est encore en construction, donc je suis ouverte à toute proposition. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir écoutée. Bien. On dirait que ce projet est sans but lucratif. Je me trompe ? Voilà. Des questions, des remarques ? Bonjour Julia, j'avais une petite question, parce que pour l'instant il existe des campus européens, enfin franco-allemands, qui est une vraie réalité, qui fonctionne. C'est des choses que tu as déjà adressées, que tu as regardé un petit peu les retours. Le campus européen franco-allemand. Le campus franco-allemand. En fait, oui, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir plus large.
en fait, je suis partie de mes compétences en langue. Et malheureusement, je ne parle pas l'allemand. Et le but, ce serait de développer ce projet-là pour toute l'Europe et pas seulement les échanges franco-allemands. Effectivement, c'est ceux qui sont le plus développés parce qu'historiquement, la France a eu plus de relations avec l'Allemagne depuis les années 50 et ça se poursuit aujourd'hui. Après, on remarque que dans les pays latins, les échanges sont beaucoup plus faibles et il y a moins d'initiatives. Effectivement, ce campus pourrait être intéressant pour un partenariat, mais ça reste vraiment centré sur un axe réciproque et c'est pas ce que je voudrais pour la coopérative. D'accord, mais ça pourra faire un effet de levier. Tu as besoin d'un point de départ, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je sais que le CNUS, donc la maison mère des Crous, travaille aussi sur des logiques éventuellement carte étudiante internationale. Enfin, c'est des choses avec lesquelles on voit un développement et une volonté d'avancer. Toi, au niveau de ton Crous, tu as eu des échanges aussi par rapport à la COP là-dessus ou pas encore? Moi, j'ai commencé à prendre des contacts avec Erasmus, notamment Erasmus, le bureau qui s'est occupé des 30 ans d'Erasmus à l'université sur le campus de Villetaneuse, l'université Paris 13. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce projet en septembre, en fait. Donc, actuellement, ma base de données, c'est les alumni de mon école et les universités partenaires. Il y a encore effectivement beaucoup de démarchage à faire du côté du Crous, du côté de la région, des programmes comme ExploraSup, qui viennent, enfin tous les programmes qui viennent en appui à Erasmus, effectivement des programmes comme le Crous. Ça, ce sera un travail indispensable effectivement dans le futur pour enrichir ces partenariats. On en reparlera, ils sont très dynamiques, le Crous de Paris plaisir. En plus font beaucoup de choses, donc on en parlera. Très belle initiative en tout cas. Ok, donc j'enchaîne. Salut. Tu dis que tu sais pas parler allemand et tu as l'air d'en faire un truc qui est dommage. T'es toute seule pour le moment ? Oui, malheureusement. Okay. C'est un projet qui nécessiterait effectivement au moins 3 personnes pour la com, le développement de partenariats et plus la gestion administrative. Là, pour l'instant, je suis seule. Après, je suis issue d'un parcours pluridisciplinaire qui me permet de naviguer entre ces différentes compétences, mais c'est un projet que j'envisage aussi sur le très très long terme parce que j'ai une activité professionnelle en parallèle. Mais effectivement, il faudrait avoir plus de ressources humaines. Ok, donc c'est mon conseil pour toi. C'est non lucratif certes, mais en fait, tu n'as pas besoin d'embaucher. Tu peux juste chercher des gens qui sont aussi motivés que toi par ce projet, qui est vraiment un projet, à mon avis, très chouette. Je laisserai les autres poser quelques questions plus techniques sur le développement. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu t'entoures rapidement des gens qui ont les compétences que tu n'as pas, que ce soit parler allemand ou autre, mais aussi de gens qui peuvent t'épauler sur plein d'autres sujets. Parce que pour moi, un projet comme celui-ci mérite d'être lancé à une ampleur suffisante. Et tout seul, c'est dur. Ouais. Donc il faut savoir s'entourer quand on lance une asso ou un projet entrepreneurial. Ouais, merci beaucoup. En fait, je vois bien le projet. Effectivement, il n'est pas à but lucratif, etc. Mais si je reprends toujours sur la question de forme, parce que finalement, c'est très, très, très parlant pour le fond. C'est une très bonne idée pour pitcher que de démarrer avec une question au public. Voilà. Il serait peut-être intéressant d'essayer de poser le problème de manière un peu plus précise encore que simplement le chiffre de combien d'étudiants font une mobilité. Essayez de préciser le problème. Et donc, moi, la question que j'aurais envie de vous poser, quel est le problème que vous essayez de résoudre ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Pourquoi est-ce qu'il y ait tant de mobilité en Europe d'étudiants vous pose un problème ? Pourquoi vous lancez seul dans un projet pareil, à but non lucratif, donc avec quoi vous allez vivre dans les prochaines années. Bon, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce qui vous motive très très profondément derrière tout ça ? Alors la suite logique d'annoncer ce chiffre, c'était de constater que parmi ces étudiants-là, qui sont déjà peu nombreux à partir, le pourcentage est extrêmement faible de ceux qui continuent après et qui ont un premier emploi en Europe. Ouais. Et moi, comme je suis issue d'un parcours de management culturel, j'ai été formée à la gestion de projet, l'initiation de projets à l'international, et je suis personnellement intéressée par l'Europe. Et donc la finalité de ce projet, c'est de faciliter la rencontre entre des jeunes actifs ou étudiants de master qui seraient intéressés pour mener un projet
à l'international en Europe. Puisqu'aujourd'hui, la philosophie du projet, c'est de s'inscrire dans l'intérêt pour l'Union européenne, et avec le contexte actuel de Brexit, de fragilisation complète de l'Union, la question qui se pose, c'est de construire une identité culturelle. Et cette identité-là, il faut qu'elle soit saisie par les jeunes qui, aujourd'hui, ont une faible connaissance ou conscience de la double citoyenneté, de ce qu'elle permet, et de notre implication dans l'Europe plus généralement. Et donc, c'est vraiment un booster d'initiative pour que l'entrepreneuriat des jeunes dépasse les frontières françaises et qui se crée vraiment plus de relations professionnelles entre les jeunes en Europe. Parce qu'aujourd'hui, le constat médiatique, c'est qu'on a l'impression que la mobilité est en croissance phénoménale. C'est pas le cas, et c'est encore moins le cas quand on regarde la mobilité professionnelle et les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Il y a extrêmement peu de projets transnationaux. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de développer le programme Europe Créative 2020. Il y a énormément d'appels à projets pour essayer de développer ça, parce que c'est là-dessus qu'on pourra vraiment créer une identité culturelle en Europe pour la prochaine génération. Et selon moi, c'est ce qui permettra de sauver l'Union. Ouais, voilà. C'est militant. En fait, je pense que Julia, elle est militante. Et là, on le sent beaucoup plus dans les discours maintenant. Sauver l'Union, il est là. Peut-être commencer presque par là. Benjamin va porter un petit... Alors, juste deux petites questions très rapides. Bon, moi, c'est les projets qui parlent, en fait, parce qu'il s'avère que du coup, je dirige une association de valorisation du patrimoine culturel religieux européenne en l'occurrence, donc qui existe depuis 40 ans, qui marche super bien. Et donc, du coup, en fait, ça mène deux questions là-dessus. Alors, si j'en ai une première, tu parles de 200 000 personnes. C'est ça? Tu as parlé de 200 000 personnes, 20 000 ou 200 000 qui partent? En mobilité. Ouais, en mobilité. Ouais, c'était 235 000 235 en 2015. 000, ok. Et ensuite, tu as dit que c'était l'équivalent du nombre de personnes à Lyon 2? Non, d'un seul campus de Lyon 2. Il y a environ 200 000 étudiants à Lyon 2. Juste faire hyper historique, mais il me semble que la plus grosse université française a 80 000 étudiants et c'est une fusion universitaire. Donc 235 000 étudiants sur un campus universitaire. Mais c'est parce que Lyon 2 est fusionné avec Saint-Étienne et Bron, en fait. D'accord, ok. Mais, Benjamin, il aime bien les chiffres. Effectivement, moi, ça m'a un peu choqué. Bon. Mais voilà. Après, simplement, juste un truc. Il y a un truc que je comprends pas très bien. Tu parles de faire une place de marché, mettre en place un plan de com, tout ça. Ce que je comprends pas, c'est que moi, je trouve ça super, en fait, le projet de coopération culturelle au niveau européen. Je trouve que c'est très important. En revanche, en fait, ça me semble hyper ambitieux de commencer par créer une place de marché et faire un plan de com. Et je comprends vraiment pas pourquoi tu n'essayes pas de commencer par des pilotes. Parce que tu donnes l'exemple de monter un projet de théâtre en Espagne. Très honnêtement, si tu montes un projet de théâtre en Espagne qui fait intervenir, je sais pas, 3 pays, à mon avis, c'est un levier de com qui est monstrueux, parce qu'en réalité, c'est des trucs que tu le dis, de toute façon, ça arrive jamais, en fait. Donc le truc, c'est que si ça arrive jamais et que tu le fais une fois, à mon avis, c'est un levier de communication qui est colossal, mais sur du concret. Parce que je pense que c'est hyper compliqué de faire un plan de com et de monter une place de marché sur du vide, et se dire qu'en fait, à partir de cette place de marché, on va monter des projets. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de partir d'un truc vraiment beaucoup plus petit et d'être capable de monter 1-2 projets super clean et de dire attends, et c'est la coopération étudiante qui a permis de monter ces projets-là, et regardez, ça marche, et regardez, c'est trop bien, parce qu'on arrive avec 4 villes à coopérer à l'échelle européenne et du coup ça marche. Je pense que c'est vachement mieux en termes de création d'image de marque de vraiment se monter sur la base d'événements qui ont réussi, en fait. Et monter un événement, je dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est plus réaliste que mettre en place un plan de com et monter une place de marché. Mais est-ce que dans ce cas-là, on se rapprocherait pas d'un modèle d'incubateur ? Peut-être, mais en tout cas, je pense que ça permettrait d'avoir un faire-valoir assez balèze et ça permettrait vraiment de surfer là-dessus. Et après, deuxième vrai point de vigilance, du coup, le fait d'être dans une asso étudiante européenne, je vois très bien ce que c'est. Nous, concrètement, la gestion du turnover est un énorme sujet. Et donc, finalement, être capable d'expliquer dans quelle mesure il va y avoir des cadres qui vont permettre au projet de durer, c'est un vrai sujet. Parce que le truc, c'est que si tu as un projet de coopérative, j'imagine que c'est un projet à long terme. Bon, a priori, dans 30 ans, tu seras plus étudiante, même probablement avec plus de cheveux blancs. Et en fait, du coup, je pense que les vrais enjeux de coopération étudiante, c'est être capable d'expliquer dans quelle mesure on va être capable de mettre en place des cadres qui vont permettre à ce genre de projet de perdurer. Et donc, du coup, effectivement, potentiellement d'avoir des salariés et donc peut-être d'avoir besoin de sous. Parce que le problème des projets étudiants, c'est que ils survivent pas à 1 ou 2 ans, quoi. Et c'est un vrai sujet. Ouais. Je vais bien peut-être en 30 secondes apporter une réponse. Là, on est vraiment... Non, je pense que c'est une suggestion qu'il a donnée. Donc là, je pense qu'on, par respect pour le dernier projet, on va arrêter là. Merci Julia, beaucoup. Bravo. Merci. Anouchka et Laetitia vont nous parler d'un beau projet.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Anouchka, elle c'est Laetitia, et ce soir nous allons vous présenter notre projet DrepaCare qui porte sur la drépanocytose. Pour commencer, nous allons vous poser une question. Qu'est-ce que la drépanocytose? On attend une réponse, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que la drépanocytose, pour ceux qui n'ont pas entendu? Le chrono tourne. Oui? Oui, c'est une maladie génétique, exact. En fait, la drépanocytose est une maladie génétique, c'est vrai. Elle touche 50 millions de personnes dans le monde, 25 000 en France, ce qui fait d'elle la première maladie génétique en France. Chaque année, 300 000 enfants naissent atteints de la drépanocytose. En quelques mots, qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie qui affecte les globules rouges. Elle entraîne une déformation des globules rouges. Pour un exemple simple, chez les personnes qui ne sont pas atteintes de la drépanocytose, les globules rouges sont en forme circulaire. Mais chez les drépanocytaires, les globules rouges sont en forme de demi-lune. Et ils ont perdu la capacité de se déformer. Ce qui fait que lorsque les globules rouges circulent dans les vaisseaux, principalement les petits vaisseaux, ils se bloquent parce qu'ils ne peuvent pas se déformer. Et ce qui entraîne des crises douloureuses, des crises vaso-occlusives très très douloureuses. À part cette complication, nous avons aussi la dégénérescence osseuse qui peut aller jusqu'à la dégénérescence de l'ostéoporose et d'autres complications encore plus graves. Et dans ce cas, nous avons décidé de lutter contre la drépanocytose en impactant sa prévalence et son incidence. Et pour ça, nous avons créé une application préventive et informative à destination des drépanocytaires, des professionnels de santé et des associations. Quelles sont les missions de DrepaCare? C'est d'accompagner, sensibiliser et informer la population. Très bien. Donc, je vais aussi commencer par vous présenter l'équipe. Donc, on a juste dit les prénoms. Donc, Anouchka, qui est là, est ingénieure en biotechnologie. Nous avons une troisième collègue qui n'est pas là, qui est pharmacienne. Moi, je suis infirmière. Et nous avons toutes les trois un Master 2 en santé publique et nutrition humaine. Nous avons aussi avec nous, du coup, un développeur, parce qu'on n'a pas ces compétences-là, et une graphiste. Donc, notre mission à travers cette application, c'est l'information, la sensibilisation et l'accompagnement du drépanocytaire ainsi que de son entourage. Donc pas que lui, tout est centré sur toute sa vie, on va dire, en globalité. Donc on va agir sur la drépanocytose en elle-même, les professionnels de santé, les organismes comme les associations de malades et d'autres personnes qui pourraient se sentir concernées, comme les amis, la famille, voilà. Ce que nous faisons, c'est aussi une prévention, parce que cette maladie, comme elle a dit, c'est la première maladie génétique en France et c'est l'une des premières dans le monde. Mais malgré cela, comme vous avez pu le voir dans la salle, elle est vraiment méconnue. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc c'est pour ça que nous sommes axés sur la prévention. Par exemple, en France, la maladie est prise en charge à 100%. Donc ils peuvent se faire soigner, avoir tout ce qui est autour des complications gratuitement, de la formation, sauf que par exemple sur le continent africain, rien n'est pris en charge. Donc c'est-à-dire qu'un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans s'il n'est pas pris en charge, s'il a cette maladie, parce qu'il y a des complications énormes qui peuvent survenir. Donc nous, à côté de ça, on fait aussi de la prévention dans les écoles d'infirmières, dans les lycées, parce que on va dire que c'est la base du projet, c'est la prévention. Ensuite, ce qui ressort de l'application, c'est qu'on a voulu favoriser l'empowerment du patient, c'est-à-dire que l'autonomiser dans ses soins, qu'il fasse ses soins, qu'il améliore la qualité de sa vie en partenariat avec son médecin, et non qu'il attende que ce soit le médecin qui le fasse à sa place. Ce qui est aussi un des projets de l'OMS, de favoriser l'autonomisation du patient. Il pourra, grâce à l'application, suivre ses douleurs, parce que c'est une des premières complications de cette maladie, elle est très douloureuse, suivre ses hospitalisations et les partager avec son docteur, avoir tout un récapitulatif, et on va dire que c'est un peu de l'éducation thérapeutique. Donc on fait ce qui est intéressant dans cette maladie, qui est très importante, c'est l'hydratation par exemple. Donc il peut choisir un objectif quotidien et se dire qu'aujourd'hui, je dois boire 3 litres minimum et que l'application me le rappelle toutes les heures ou selon mon emploi du temps. Et du coup, nous,
notre projet et que ça devienne une application qui soit certifiée par, on va dire, les représentants comme l'OMS plus tard. Voilà. Merci à toutes les deux. Restez. Avez-vous des questions sur cette appli qui va Moi, changer le j'ai monde? quelques petites questions. Je trouve ça vachement bien qu'on parle de trucs de santé et ça. Je suis loin de ce domaine-là, mais je trouve que c'est chouette. J'ai deux petites questions. La première, c'est que vous parlez d'un problème majeur, surtout en Afrique. Apparemment, il y a un taux de décès qui est assez lié à cette maladie-là. Et vous parlez en même temps d'applications mobiles. Du coup, je veux simplement savoir quel est le taux d'équipement en appareils mobiles en Afrique, la couverture Internet. Est-ce que les endroits où la mortalité concernant la drépanocytose est la plus importante, on est sur des zones où il y a une couverture Internet qui permet de traiter ce problème-là de manière mobile? Parce que moi, en fait, je trouve que les problématiques de développement, notamment en Afrique, sont des problématiques qui sont passionnantes et fondamentales. D'ailleurs, je trouve ça du coup terrifiant qu'il n'y ait pas plus de personnes comme vous qui adressent ce genre de problématique-là et qu'aujourd'hui on se pose plus la question de comment vendre le énième réseau social plutôt que des questions de développement. Bref, c'est un point de vue personnel. Mais du coup, je me demande vraiment si la solution mobile et la solution digitale est forcément adaptée à la drépanocytose en Afrique. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez parlé beaucoup du problème en termes de modèle économique, comment vous gagnez de l'argent? Et parce qu'en fait, finalement, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à gagner de l'argent quand on développe ce genre d'application, d'information. Et pourtant, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Parce que plus on a un modèle économique quand on développe ce genre d'application, plus on est capable d'avoir un impact important, plus on est capable d'avoir des moyens pour développer cette application-là. Et plus finalement, on est capable de lui donner un impact global et d'aller vraiment chercher chacun des patients avec la solution la plus adaptée. Voilà, mes deux questions du coup. D'accord. Je vais commencer. Ouais. Du coup, par rapport à la dernière question, nous on fonctionne depuis qu'on a fait l'application. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé, mais du coup parce qu'on est vachement santé publique, on nous appelle énormément pour faire de la prévention. Donc on nous paye pour faire de la prévention dans les écoles d'infirmières, ce qui est très important puisqu'ils ont amené à voir des drépanocytaires déjà en premier lieu aux urgences, puisque c'est là où ils vont, il y a un protocole d'urgence. Ensuite, dans les lycées, pour faire juste de la prévention, pour qu'ils connaissent cette maladie, ça mérite d'être connu. Et nous fonctionnons aussi pour le moment sur le crowdfunding. Et on voit par rapport aux subventions, puisqu'on travaille là-dessus, par exemple, avec le Conseil régional Île-de-France qui est intéressé, et avec qui nous sommes en ce moment justement en train de parler pour intégrer le programme dans, on va dire, le programme santé Île-de-France. Et c'est vrai qu'on cherche d'autres subventions. Et comme vous avez pu le voir, c'est parti un peu d'un projet coup de cœur. Pendant nos études, on a substitué notre stage pour faire ça. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas pensé à ça. C'était vraiment faire ça parce qu'il y avait un besoin. Et c'est après qu'on a pensé à faire ça pour pérenniser le projet, justement. Et pour la première question ? La première question, en fait, c'est que concrètement, si vous voulez traiter le problème en Afrique via une application, est-ce que les gens ont tout simplement des smartphones et ont accès à Internet? Parce que quand on parle de solutions mobiles et qu'il n'y a pas de couverture Internet, du coup, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. Ils ont des smartphones, mais l'accès à Internet est très limité. Et pour pallier à ce problème, on a pensé à une autre solution qui consiste à développer des chatbots. Au lieu que puisqu'ils n'auront pas accès à Internet, avec les chatbots, il y aura des messages automatisés, des messages de prévention qui permettront aux personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet de pouvoir avoir des messages de prévention sur la drépanocytose. Mais dans les fonctionnalités de l'application, il y a des fonctionnalités de suivi qui portent sur le suivi de la douleur, de l'hospitalisation, de la prise de rendez-vous et de l'observation des traitements. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, ils n'ont pas besoin d'être connectés. Mais un chatbot, ça n'a pas besoin d'Internet, du coup? Enfin, il y en a peut-être, je ne sais pas du tout. On a commencé justement la formation pour le faire. Ok, oui. D'accord. Parce qu'après, simplement par rapport à ça, un petit détail, je pense que ça pourrait peut-être être utile vous concernant, mais aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes qui fonctionnent, qui permettent d'envoyer des messages, via les ondes radio, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on parle... Exactement, il y a typiquement une entreprise en France qui s'appelle Sigfox qui fait ça, et qui permet du coup, finalement, de connecter des objets sur des zones où du coup, il n'y a pas forcément de réseau Internet. Et du coup, ça peut être assez utile, notamment dans d'autres cas de figure, je pense. Merci. Merci Benjamin. Est-ce que les autres membres du jury veulent ajouter quelque chose? Pendant ce temps-là, le public va choisir
Son projet favori, vous vous connectez. On va écouter Esther. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bravo. Merci. C'est vraiment chouette comme projet aussi. Je me demandais si vous avez rencontré, enfin j'imagine que oui, mais du coup dans quel cadre vous avez identifié ces besoins-là, comment vous avez, j'imagine, rencontré des malades, des professionnels de santé, même si j'ai bien compris, tu es infirmière, Laetitia. Donc comment vous avez identifié quels étaient les besoins précis de ces gens et comment vous êtes sûr de pallier aux besoins, à la totalité des besoins que vous souhaitez couvrir? En fait, ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y a une étape qui portait sur les synthèses de littérature qu'on a dû faire. On a fait des sélections en fonction du niveau de preuve des études. On a aussi travaillé avec les professionnels de santé, les spécialistes de la drépanocytose, tels que le docteur Galacteros, le docteur Cavazana, qui a travaillé justement sur la thérapie génique, et d'autres au fait. Il y a une autre partie qui porte sur les associations avec lesquelles on a travaillé, parce qu'on s'est dit que c'était important de regrouper, puisque notre application, les principales cibles de l'application sont les drépanocytaires, les professionnels de santé, les associations. On s'est dit que c'était important de réunir toutes les informations sur la même plateforme et tenir compte de leur avis et de leur retour. Et également, on a travaillé avec les associations. Et grâce à la page Facebook que Laetitia a gérée avant qu'on ne crée l'application, on a eu des retours et des avis de certains drépanocytaires. Et je me permets d'ajouter vite fait, on a créé des focus group avec eux pour créer les fonctionnalités. Bonjour à toutes les deux et bravo pour ce que vous faites. Merci. Vous êtes sur deux jambes, en fait, sensibilisation et autonomisation. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ces deux axes-là qui sont très, très complémentaires et obligatoires. Je pense que c'est comme ça qu'on fait comprendre aussi ce qui se passe quand les malades en fait, ont des crises ou des problèmes dans des environnements du type école ou entreprise. Faire comprendre un petit peu le fonctionnement. Et je pense que vous avez la bonne approche en travaillant avec l'Île-de-France. On parlait tout à l'heure justement de faire ses preuves en local pour pouvoir cranter et puis après aller plus loin, national et international. Donc je pense que vous avez vraiment la bonne démarche de faire vos preuves et ensuite d'élargir un petit peu le système. Donc bravo pour ce que vous faites. Je me joins au bravo du jury aussi voilà, parce que ce sont là aussi très beau projet en effet. Si j'avais toujours un conseil, moi, sur le pitch en tant que tel, puisque je suis un peu là-dessus finalement ce soir, c'est pareil, très bonne idée de démarrer avec une question sur c'est quoi, hein, finalement, surtout quand on voit clairement que le sujet n'est pas connu. Donc ça c'est très bien. Peut-être vous pouvez un peu plus rapidement venir sur le produit, votre application, c'est-à-dire vraiment concrètement ce qu'elle fait. Parce que j'avoue, je suis peut-être fatiguée, hein, mais j'ai pas forcément très bien saisi les fameuses modalités ou options qu'il y a dans cette application, comment elle fonctionne, c'est-à-dire comment on fait de la prévention autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que cette application va résoudre pour le malade ou les proches. C'est de l'information, du push, mais sur quoi? Donc j'ai bien compris le problème avec les globules rouges, mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont ou comment est-ce que donc on fait de la prévention autour de ça? Et donc voilà, peut-être l'expliquer un peu plus tôt, un peu plus concrètement, de prenez un exemple de votre application et ce sera très parlant, d'accord? Préciser un tout petit peu peut-être plus vite. Donc le problème, la solution, votre application, quoi? Comment ça fonctionne? Et puis quand, à quelle vitesse, à quelle fréquence un patient. Donc vraiment peut-être pas à partir de ce que le patient va vivre avec cette application, d'accord? Et puis par ailleurs, l'autre idée qui me vient, c'est, puisqu'il est question, comme disait Alexandre, il y a la sensibilisation et l'autonomisation, et par rapport aussi à ce que disait tout à l'heure, je me souviens plus de son prénom. Benjamin, merci, pardon. Sur comment est-ce qu'on adresse le marché africain par rapport au marché français, ou en tout cas les patients, si on ne veut pas dire le marché. Peut-être que l'appli digitale n'est pas le seul produit que vous pouvez envisager. Peut-être qu'un kit, quel qu'il soit, peut-être plus matériel. Voilà, pour sensibiliser, on peut imaginer des choses très différentes. Donc j'imagine que voilà, vous les têtes fourmis, mais ça peut être un moyen effectivement d'élargir le produit et donc la diffusion et donc la sensibilisation. Voilà. Mais bravo. Merci Dorothée. Je demande à tous les candidats, les porteurs de projets de venir sur scène. Restez sur scène, restez sur scène. Vous allez procéder au vote avec le nouveau numéro du CAOUT. Tout le monde s'est connecté, s'est réinscrit. On va voir apparaître sur les écrans le résultat de vos votes. Donc il s'agit de décerner le prix du public.
Donc pour Guillaume et son jeu vidéo, pour Julia et sa coopérative de jeunes européens, pour Lucille et son coussin intelligent et qui apaise, et les trois, puisqu'on parle aussi de votre Myriam, voilà, de Anouchka, Laetitia et Myriam, pour l'appli ou la solution de prévention et d'information sur la voilà, hein, voilà. Qu'on ait au moins appris le nom de cette maladie en partant. Alors, c'est en train de s'incrémenter. Aujourd'hui, alors, comment lit-on ce résultat ? 19, 20. Vous me faites signe quand le vote est fini ? Ça va, c'est d'accord. D'accord. 22 réponses, 23 réponses. Attention. Alors, c'est Pilot qui remporte le prix. Voilà. Merci. Donc Lucille, bravo, toutes nos félicitations pour un projet assez mature. C'est vrai, on sent qu'il a été bien travaillé et très bien présenté, très bien pitché. Donc là, quelques petites photos peut-être. Ben c'est bon. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons procéder au vote du jury qui se concerte un petit peu pour attribuer ce deuxième prix, sachant qu'on est d'accord que tous sont méritants, hein, ils sont dignes d'intérêt, voire d'investissement. Hein, si jamais, pendant qu'on y est, si vous voulez... Donc là, on a besoin de 35 000, mais pourquoi pas 300 000, hein, d'après ce que dit Benjamin. Hein. Je dirais pour Julia, peut-être besoin de coordination avec d'autres, de temps et d'énergie avec d'autres institutions et initiatives européennes. Et puis, vous, on a l'impression que ça va venir tout seul, hein, vers vous, le business, malheureusement, ouais. Ou heureusement pour la lutte contre cette maladie. Alors. Oui, vous remettez le prix du jury. Alors déjà, le jury est triste de savoir qu'il a un chèque à remettre moins élevé que le prix du public. Bon, voilà. Ouais. Donc, c'est la remarque du jury. Oui, mais c'est proportionnel au nombre. Voilà, vous êtes moins nombreux. C'est proportionnel au nombre. Ouais, non, c'est pas proportionnel au nombre. Hein. On va pas vous donner 10 €, hein, on vous rassure. Alors, du coup, c'est pour le quatrième projet, voilà, sur la drépanocytose. Bravo. Bravo. Merci encore, vous avez été brillants, c'était vraiment bien. Merci à notre jury qui a été très très fin dans ses remarques. Je leur avais demandé d'être très sévères, en fait, au départ, pour être des loups, parce que c'était le thème. Mais en réalité, les projets étaient tellement passionnants que voilà, on ne pouvait pas être méchant. Merci au Festival des idées d'avoir eu cette initiative et à Créa-J pour la dynamique de pépites et des étudiants entrepreneurs qui permettent quand même à des jeunes d'avoir des si beaux projets, si jeunes. Donc félicitations, merci de votre présence. Et maintenant, on se retrouve à l'extérieur, voilà, pour un petit pot de l'amitié. Merci.